Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, Johan, pour l'invitation, pour l'organisation. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, ce matin, c'était très qualitatif et j'espère que ça va être la même chose cet après-midi et j'en suis sûr et certain. J'espère que vous n'avez pas mangé trop lourd, sinon je vais vous endormir. Donc l'idée ici, c'est de vous faire un peu un feedback sur ma reconversion, mais c'est pas juste la reconversion de Smaïn, on s'en fout. C'est qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de tips et de retour d'XP pour que ça vous serve. Et cela à peu près à chaque étape où vous vous trouvez. Donc soit vous êtes en début de reconversion, soit en fin de carrière et vous avez plié le game, vous êtes intermédiaire, slash senior, etc. Bref, on va remonter un peu le temps et voir un peu tout ce qui peut vous aider dans votre carrière professionnelle. Donc moi, je m'appelle Smaïn Miliani, je suis engineering manager. Donc ça, c'est depuis cette année. Je travaille chez Usign. Usign, c'est une entreprise française qui fait de la signature électronique. À la base, en réalité, moi, je publie pas mal de contenu autour de l'écosystème PHP Symfony. Là, c'est les différents liens sur lesquels vous pouvez retrouver mes travaux. Et cette conférence, les slides de cette conférence seront sur le dernier lien, voilà, et ainsi que toutes les conférences que je donne. Donc, vous pouvez retrouver un peu tout ce que je fais sur les différents liens ici. Donc, Père Castor, raconte-moi une histoire. Eh bien, écoutez, c'est parti. J'ai décidé de splitter un petit peu en différentes étapes. Donc, moi, ma reconversion, elle a commencé il y a 10 ans. Et en fait, lorsque j'ai proposé le talk, je ne me rendais pas compte que c'était il y a si longtemps, entre guillemets. Et il s'en est passé des choses entre-temps. Donc, si on repart en 2014, moi, je suis chauffeur de taxi parisien. Et nous, le chauffeur de taxi, on écoute très souvent la radio. Et j'écoute un reportage sur une école qui va ouvrir qui s'appelle l'école 42. Et cette école, elle est ouverte. Pourquoi? Parce qu'on manque de développeurs. C'était le bon vieux temps, ça. Donc, on manque de développeurs et de développeuses. Et on nous explique qu'il y a un manque, etc. Et moi, j'ai des problèmes de santé. Et je me dis, j'ai envie de changer de boulot. Pourquoi pas tester ce nouveau job puisque le marché a l'air assez porteur. À ce moment-là, j'ai juste, je crois, un ou deux potes qui sont dans l'informatique, pas du tout développeurs. Et il n'y a pas ça dans mon entourage. Et en fait, même développeur, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait, vraiment. Donc, je rentre chez moi le soir, je Google et je tombe sur le site du zéro à l'époque. Donc, c'était Open Classroom qui s'appelait le site du zéro avec des cours pour apprendre à développer. Et je vois, apprenez à programmer en C. Donc, je n'ai pas choisi le plus simple pour commencer. Mais j'ai bien aimé avoir des notions d'algorithme. Tu as un problème et du coup, tu y réponds avec un programme. Et j'ai mis en place, je crois, il y avait un pendu à faire, il y avait des exercices comme ça un peu sympas, des petits exos où tu es hyper fier. En fait, lorsque tu y arrives, tu montres ça un peu à toute ta famille. Vas-y, choisis un mot, j'ai développé un pendu, machin. Et du coup, moi, j'ai vraiment accroché, j'ai kiffé. Et je me suis dit, je vais continuer. Et l'école 42, en fait, ils faisaient à l'époque ce qu'on appelle la piscine. Donc, c'est un mois un peu intensif où tu peux, tu as des exercices à faire. Et je me suis dit, je vais faire ce truc-là de stage intensif et je vais pouvoir apprendre beaucoup de choses. Donc, je me lance dans la piscine. On est en 2014. Et au début, mon objectif, moi, c'est juste d'apprendre et en fait un peu de rattraper le temps perdu parce que c'est intensif. Et je me dis, je vais apprendre plein de notions, ça va être cool. C'est pas d'être pris, c'est vraiment juste de passer un mois là-bas tranquillement, d'apprendre des trucs et en sortant, de faire une formation et de vraiment faire une reconversion et de m'y accorder full time. Sauf que au fur et à mesure où je suis dans le mood de 42, je me dis, ah, c'est stylé, etc. Il faut absolument que je sois pris, il faut que je fasse le cursus derrière, etc. Et à la fin, ils ne me prennent pas. Là, j'ai pris vraiment une très grosse start. En fait, ils ne t'expliquent pas pourquoi tu n'es pas pris. J'ai pris une très grosse start. Je pense que j'ai dû mettre peut-être 15 jours, 3 semaines à m'en remettre. Vraiment, j'étais dans le mal. Mais une fois que c'est passé, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Peu importe le chemin que je vais devoir prendre pour y arriver, c'est mon objectif. Et donc, comme j'étais chauffeur de taxi, je me suis dit, je vais créer un site internet pour permettre aux clients de me réserver. Vraiment, c'est aussi bête que ça. Un truc classique, hein, tu affiches tes disponibilités, tu affiches tes prix, tu te fais réserver, tu envoies un email et terminé. Pour faire ça, pareil, Google, machin, et je tombe sur PHP. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite de PHP et de Symfony. Ma reconversion, elle a duré 2 ans. C'est assez long. 2 ans, en fait, le plan, c'était que le matin, je travaille de 5 à 16 heures, on va dire, dans mon taxi. Lorsque je rentre, je fais une petite sieste et je reprends, j'ouvre mon laptop, j'ouvre ma machine et je bourrine de 17 heures à 20 heures, 21 heures. Et c'est comme ça quasiment tous les jours. Ça a duré 2 ans. Est-ce que c'est long ou pas? Mais en tout cas, ça m'a suffi, moi, pour voir vraiment un petit peu toutes les bases de ce qu'est un développeur junior et comment être opérationnel en entreprise. Et c'est ça qu'aujourd'hui, quand je vois il y a des formations de 6 mois, ils vendent un peu de rêve ou en 15 jours, tu peux être dev, je me marre en fait parce que
techniquement, c'est très difficile lorsque tu pars de zéro et en 6 mois, être full opérationnel pour être un développeur junior ou une développeuse junior en entreprise, sachant qu'on attend beaucoup de ces personnes-là. Heu, Durant la reconversion, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider et je vais vous en parler là. Donc, il faut de la patience, il faut savoir se focus, il faut s'entraider, faire attention à ce qu'on appelle la surconfiance, s'accorder des pauses, il faut pratiquer, il faut partager et il y a un truc qui m'a manqué moi, c'est vraiment avoir un mentor. Peut-être qu'avec un mentor, j'aurais mis peut-être moins de temps ou avoir une mentor, j'aurais peut-être mis moins de temps parce que j'aurais je serais pas resté bloqué des 1 semaine, 15 jours sur un problème de dead time en PHP. Donc voilà, je pense que ça peut beaucoup vous aider un mentor. La patience, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très, très dur de partir de zéro, d'apprendre plein, plein de nouveaux concepts, d'être nul, en fait. Clairement, vous êtes nul parce que vous êtes très bon dans un métier, dans quelque chose que vous savez faire, que vous maîtrisez et là, il faut tout recommencer à zéro avec plein de nouveaux mots, plein de buzzwords, plein de choses et c'est très difficile, surtout, lorsqu'on a avancé un petit peu dans l'âge, où on a un peu son ego, qui est là et qui ça vous embête, en fait, de devoir apprendre et de tout recommencer. Donc ça, c'est très difficile. Aussi, c'est vraiment ce truc de iceberg illusion, c'est très, très vrai parce que les gens vous voient juste à un instant T, sans savoir, tout ce qui s'est passé derrière et tous les échecs que vous avez eus. Moi, clairement, je peux vous faire un annuaire des pages jaunes de tous les échecs que j'ai eus, vraiment et aujourd'hui, on peut dire: «Voilà, il fait des conférences, machin, il est archi fort, il est certifié, patati patata». En réalité, non. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs avant d'avoir un peu ce truc de succès qui arrive à un moment donné ou un autre et ça, il faut vraiment l'avoir en tête et en être, conscient. Moi, typiquement, la certification Symfony, je l'ai passée, je l'ai ratée la première fois. J'ai postulé 2 fois pour travailler chez Sensolabs et c'était les créateurs de Symfony. Ils m'ont refusé 2 fois. La troisième fois, c'est eux qui m'ont pris. On va parler un peu après de la recherche d'emploi, hein. C'est pour vous dire. La certif AWS, non, ça a été. Quoi d'autre? Pour être mentor chez Apple Classroom, ils m'ont refusé. Après, ils m'ont pris. Bref, il y a eu plein, plein de moments où ça marche pas, tu n'y arrives pas et tu te dis que c'est pas fait pour toi. Et là, en fait, il y a 2 choses qui peuvent vous aider. C'est un, être résilient. Donc vraiment, c'est de se dire: «Bah, ça fait tout c'est tout à fait normal et il faut juste, serrer les dents et être accompagné». Moi, il y a mon épouse qui m'a beaucoup aidé. Donc ça peut être votre famille, ça peut être un pote, ça peut être quelqu'un de dans votre entourage proche, à qui vous pouvez vous confier et qui sera toujours là pour trouver les mots et de vous dire, «Non, t'inquiète, c'est normal, tu vas y arriver, accroche-toi» et cetera. Et ça, c'est hyper important de ne pas rester esseulé. Ensuite, il faut se focus. Il y a un truc dans lequel les personnes en reconversion tombent dedans très souvent, c'est qu'en fait, ils apprennent une techno, ils voient à peu près comment ça marche parce que les tutoriels qu'on vous donne sont assez haut niveau. Ils reproduisent facilement ce qu'on demande de faire et tout de suite, ils veulent partir sur une autre techno, tout de suite. Et ça, en fait, non, c'est très complexe de maîtriser une techno, les tenants et les aboutissants, d'avoir les bases. Et c'est pour ça qu'il faut se focus. Et d'ailleurs, ce que disait Paola ce matin, c'est soit sur une stack du PHP, du Symfony, du front, du back, du React, du TypeScript, du Angular, du Vue, peu importe, une techno qui vous plaît, sur laquelle vous allez vraiment vous mettre à fond dessus. Moi, j'ai croisé beaucoup de développeurs et développeuses full stack en entreprise. Il n'y en a aucun ou aucune qui était expert dans les deux domaines. Tu as forcément un manque, soit en front, soit en back, parce qu'être expert, ça veut dire passer beaucoup de temps sur la spécificité. Et vraiment, j'ai vraiment vu des personnes très, très fortes, mais tu sens qu'il y a un manque, soit en front, soit en back, et c'est tout à fait normal. Donc, le mythe du full stack n'existe pas. Je suis vraiment désolé. Il faudra choisir vraiment une techno sur laquelle il faut vous concentrer, surtout en tant que junior, lorsque vous arrivez en entreprise, on vous attend principalement sur une techno. Délaissez les débats, il y a beaucoup de choses qui vous dépassent aujourd'hui. Faites du TDD, faites pas de TDD, je sais pas, faites de l'archi-hexa, faites pas de l'archi-hexa, laisse tomber Ruby, c'est pourri, fais du PHP, non, PHP, c'est mort, fais du Go, etc. Moi, tout ça, franchement, je l'ai vraiment mis de côté. Tous ces débats, je les ai laissés de côté parce que j'ai pas le temps avec ça et que ça me dépasse en réalité. Ça prend plus de l'énergie qu'autre chose. En fait, avec du recul, je me dis, c'est comme comparer un couteau et un cutter. Tu vois, les 2 servent à couper. Sauf que ton couteau, il va te servir à côté ta tomate là, comme tu peux voir, et ton cutter va te servir à couper ton carton. Tu peux essayer de couper, une tomate avec un cutter, tu auras moins de bons résultats, tu vois? Et quand tu compares 2 langages, pour moi, c'est cette image-là qui me vient en tête, en fait. Quand tu me dis Ruby, c'est mieux que PHP ou Go, c'est mieux que PHP, mais il faut voir l'usage derrière. Ensuite, accordez-vous des sessions de deep work. C'est hyper important, surtout aujourd'hui, on se défocus très souvent avec les réseaux sociaux, avec l'entourage. Essayez d'avoir, enfin, je veux dire, si vous travaillez 2 heures à fond, vraiment de deep work, bah, ça peut être l'équivalent d'une journée où vous n'êtes pas bien focus. Donc, mettez-vous des méthodes de travail, des moments vraiment où là, je suis deep work, je suis full focus. Ça aide énormément. Il y a une méthode qui s'appelle la technique du Pomodoro ou Podomoro. Je sais pas, à chaque fois, je confonds, je suis un peu dyslexique, qui peut vous aider. Donnez-vous des objectifs
votre objectif, c'est quoi? Bah, c'est de devenir un développeur ou une développeuse professionnelle. Comment on y arrive? En apprenant une stack. Très bien. Comment on apprend une stack? Comment on maîtrise une stack, pardon? Eh ben, en développant un projet. OK, bah, je vais par exemple faire un Doctolib-like. Je vais reproduire Doctolib. D'accord? Comment je vais reproduire Doctolib? Eh ben, il y a un espace utilisateur. Tu as un truc pour réserver un docteur. Tu as un truc pour, je sais pas moi, pour annuler, pour recevoir un email, pour envoyer un SMS. Tu vois, ça, c'est un gros ensemble. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu le splits en petites briques et tu dis, bah, cette semaine, je m'occupe de l'espace user. La semaine d'après, je m'occupe de la connexion utilisateur. La semaine d'ensuite, la semaine d'après, celle de la création de compte quand tu es docteur, etc., etc. Bref, l'idée, c'est d'avoir des objectifs par semaine pour voir comment vous arrivez à avancer et pour vous aider, vous aussi, à vous projeter. Bon, je vais faire l'influenceur de Dubaï, mais si vous vous réveillez le matin sans objectif, ça va être difficile d'avancer dans votre plan. Donc, dans votre tête, vous avez un plan, c'est de réussir votre conversion. Si vous vous levez le matin sans savoir ce que vous devez faire pour y arriver, mais factuellement, avec des choses qui sont actionnables, vous allez avoir des difficultés à y arriver. Donc, fixez-vous des objectifs. Ensuite, l'entraide, c'est hyper important. Personne n'y arrive seul. Donc, même les personnes qui ont créé Symfony, bah, c'est une communauté derrière. La personne qui a créé Laravel, c'est une communauté derrière. Donc, toutes ces personnes qui ont créé Ruby, etc., les plus gros développeurs, tout ce que vous voulez, sont des personnes derrière qui sont aidées par d'autres personnes. Personne ne peut y arriver tout seul. Donc, forcément, vous allez avoir besoin qu'on vous aide et aller aider les autres et vous allez recevoir de l'aide en retour. Ça, c'est un truc qui est hyper bien. Il ne faut pas rester dans son coin. Donc, il y a plein de manières d'y arriver. Vous avez des forums comme Stack où des personnes posent des questions. Bon, c'est en anglais. Des fois, si on n'a pas l'anglais, c'est un peu chiant. Mais pour aller sur Open Classroom, il y a plein de forums et vous allez essayer de débloquer les gens. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous allez voir une problématique dont vous n'avez jamais entendu parler et vous allez essayer de la résoudre, cette problématique-là. Elle ne vous concerne absolument pas. Vous allez voir un message, j'ai un problème avec mon Access Token. C'est la première fois que vous entendez parler d'Access Token. Vous allez plonger, comprendre qu'est-ce qui se passe, machin, comment il a mis en place, qu'est-ce qu'il a utilisé, etc. Et un jour, vous allez tomber cette problématique et vous allez mieux comprendre. Et le fait d'aider la personne à résoudre son bug, ça va vous faire voir d'autres choses. Vous allez progresser. Donc, c'est très formateur et ça permet aussi de développer un réseau parce que la personne qui vous aide aujourd'hui, demain, elle sera en poste ou la personne qui vient vous aider, vous, demain, vous serez en poste et vous pourrez l'aider. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, il y a ça peut prendre plusieurs formes, soit des Discord, comme il y en a un peu aujourd'hui, soit juste sur Stack, poser votre question ou aller essayer de répondre. Moi, pendant un moment, je me chauffais à essayer de répondre aux gens sur Stack. Et pareil, sur le forum d'Open Classrooms, essayer de répondre aux gens, ça aide. Faites attention à un truc qui s'appelle la surconfiance. C'est l'effet, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Dunning-Kruger, ou Dunning-Kruger, Dunning-Kinder, voilà, Kinder Surprise. Donc ça, je ne sais pas trop comment ça se prononce, vous me direz. Ça, en fait, c'est lorsqu'on a trop confiance. Comme je dis, lorsqu'on commence et qu'on apprend, on commence par des concepts qui sont hyper simples. OK? Et du coup, on maîtrise, en fait. Le tutoriel, on vous demande de le faire. Pour vous, vous y arrivez. Donc, ça y est, vous êtes devenu un boss, terminé. Et ça, en fait, c'est très nocif. Pourquoi? Parce que vous allez surestimer votre niveau. Vous allez vous penser supérieur aux autres et vous n'êtes même pas au courant que vous êtes incompétent. Et ça, vraiment, ça va vous suivre même dans votre carrière professionnelle. Moi, j'ai croisé des devs qui se pensaient vraiment les rockstars et qui se pensaient vraiment très, très forts, etc. Et lorsque vous voulez donner du feedback à ces personnes-là, c'est très, très difficile. Et c'est difficile à travailler, à collaborer avec ces personnes-là. Donc, ne devenez pas ces personnes-là. Faites très attention à la surconfiance, d'accord? Et dites-vous, de toute façon, généralement, c'est comme ça. En fait. Quand on commence, on croit qu'on est vraiment chaud. Et puis on apprend des choses, puis on voit des notions, puis on se rend compte qu'on est nul et qu'en fait, il y a encore une masse de choses à apprendre. Soyez très vigilants à ne pas tomber dans la surconfiance et à répondre un peu de manière condescendante aux personnes dans les forums. C'est facile, change ta variable d'environnement, tu vois. Ce qui est facile pour toi n'est pas forcément pour les autres. Ça, c'est hyper important de se mettre à la place d'autres, d'avoir un peu d'empathie et de se dire, la personne ne comprend pas, je vais lui répondre comme j'aimerais qu'on me réponde. Donc faites attention à ça. C'est OK de prendre une douche. OK, il y en a qui veulent try hard et qui veulent pas s'arrêter, ils veulent bourriner à fond. Non, c'est OK de prendre des pauses et de s'arrêter et de s'aérer un peu l'esprit. Ça, vous allez voir que même dans votre carrière professionnelle, vous allez être devant un bug, vous allez passer 2 heures devant ce bug, vous allez prendre un café, marcher un peu, vous revenez, vous allez résoudre le bug. Voilà, c'est un truc mystérieux dont on ne sait pas comment c'est possible, mais ça existe et c'est pareil en fait pour, votre reconversion. Des fois, ça va vous monter à la tête. Moi, j'ai passé des semaines à plus toucher mon ordi parce que j'en pouvais plus et qu'en fait, il ne faut pas se forcer, sinon c'est contre-productif. On vient vite, on vient énervé, on se fatigue, on a moins envie et on peut tomber dans un burn-out étudiant. Voilà, il y a une conférence de Thomas Bolleux sur ça. Il faut vraiment faire attention et s'accorder des pauses et c'est OK de prendre des pauses. D'accord? C'est OK de prendre des pauses, mais qu'elles ne soient pas trop, trop longues. Moi, je connais beaucoup de personnes qui, en fait, s'investissent 3 mois à fond. En fait, ils ne font plus rien pendant 6 mois. Puis après, ils recommencent 3 mois. Et après, ils n'arrêtent plus pendant 6 mois, etc., etc. Et 2, 3 ans après, tu leur demandes, ils sont toujours au même niveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut
de manière régulière, pratiquer ce que vous voyez et même si c'est ne pas en faire beaucoup, en faire un petit peu tous les jours, voilà. Mais essayez d'avoir, ce truc-là qui fait que vous arrêtez pas complètement, sinon, bah, vous allez dire: «Bah, faut que je recommence depuis le début» et ça, c'est très, très fatigant, psychologiquement. Si, vous arrêtez au bout de 3 4 mois, pendant 6 mois, vous arrêtez, forcément, ça va moins vous parler. Il faudra repartir un peu au tout début et ça, c'est très difficile à vivre. On a l'impression de pas avancer et de patiner, hein. Ça, c'est véridique. Donc, essayez quand même, si vous lâchez votre ordi, c'est très bien de le lâcher 15 jours, il y a aucun problème. 15 jours, 3 semaines, faites attention parce qu'après pour y revenir, ça devient difficile. Donc pratiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pratiquer un peu au day by day ce que vous faites et dépasser un petit peu le tutoriel. Le tutoriel, il vous dit: «Faites A», vous copiez-collez A, c'est buggé, vous regardez dans le tutoriel, vous avez la réponse. Le tuto, il vous dit: «Faites B», vous faites B, c'est buggé, vous regardez la réponse, terminé. Bah, faites C. Faites C, c'est pas dans le tutoriel. Voilà, faites et il y a un truc qui n'est pas dans le tutoriel qui va vous pousser, vous, à comprendre, bah, comment il faut faire pour en arriver là, à vous débugger et cetera. Lorsque vous allez arriver en entreprise, on va jamais vous dire: «Faites ça» et vous avez la réponse. Vous voyez? C'est vraiment on a besoin de un export XLS. Voilà, on a besoin de ce truc-là. Il y a pas de tutoriel pour faire un export XLS. Je dis une bêtise, hein. Mais du coup, bah, c'est à vous de voir comment on peut faire pour faire un export XLS et y arriver. Vous avez plein, plein d'outils et faut que ça s'emboîte un petit peu pour arriver à la conclusion. Et donc, dans votre apprentissage, ne vous contentez pas juste de ce qu'on vous demande de faire via le tutoriel. Allez toujours un petit peu plus loin. Ça va consolider ce que vous apprenez. Ça va augmenter vos réflexes parce que vous allez aller de plus en plus vite. Vous allez produire des choses. Ça va vous servir un peu pour votre portfolio. Et même si vous n'y arrivez pas au final, le plus important dans un voyage, c'est le voyage qu'on fait. Lorsqu'on part en voyage, le plus important, c'est tout le trajet. Et ben là, c'est pareil en fait dans l'informatique, même lorsqu'on passe une formation ou une certification, même si on n'y arrive pas au final, le plus important, c'est toute la masse de connaissances que vous allez engendrer pour y arriver. Donc même si vous voulez développer une fonctionnalité hyper complexe et qui vous demande beaucoup de temps et qu'au final vous y arrivez pas, mais je sais que vous allez y arriver, hein, et ben, ce qui est important, c'est tout le cheminement pour y arriver, tout ce que vous avez appris pour en arriver là, d'accord? Et c'est aussi bon pour la confiance parce que vous allez faire des choses de plus en plus compliquées et ça va se ressentir dans votre day by day et même dans votre manière de parler avec les autres développeurs et développeuses. Vous allez vous sentir d'égal à égal. Un autre truc qui aide énormément et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, heu, pas vraiment dès le début, mais je pense dès que j'ai commencé à avoir un an et demi d'expérience, c'est, de partager. Voilà, donc ça peut prendre plusieurs formes, soit des vidéos YouTube, soit des articles Medium, soit, je sais pas, poster un truc sur un blog, soit partager un retour d'expérience sur une techno, sur LinkedIn ou peu importe. Vraiment, plus vous partagez, plus vous apprenez, en fait. Il y a beaucoup de choses que nous, en tant que créateurs de contenu tech, on découvre lorsqu'on veut parler d'une technologie. En fait, on va essayer de deep dive dedans, sans avoir, comprendre 100 comment elle fonctionne, mais le fait de devoir préparer le support, et de devoir, bah, présenter aux autres comment ça fonctionne et ben, on découvre des choses et on apprend. Et ça, c'est un des très, très grands moyens, ben, 1 de vous faire connaître et de 2 d'apprendre des choses. Un point qui est assez important là-dessus, c'est que c'est pas la peine d'être expert pour pouvoir, partager une techno ou quelque chose. Si vous avez découvert une techno, si vous avez découvert quelque chose, même qui soit haut niveau, ben, balancez-le sur le net. Vous allez avoir des réactions et peut-être que vous allez avoir des personnes qui maîtrisent plus le truc et qui vont vous dire: «Bah, ouais, bah, écoute, tu peux aller plus loin en regardant ça» et cetera et cetera. La création de contenu, il y a pas un moment où on va venir vous toquer, on va vous dire: «Ah, tu es légitime, vas-y, tu peux écrire du contenu». Ça n'existe pas. En fait, ça va venir, peut-être enfin, naturellement, en fait. C'est comme votre pantalon là, il est sale et vous vous dites: «Bah, quand il sera propre, je vais le mettre à laver». Non, il faut le prendre, il faut le mettre à laver. Et ben c'est pareil, il faut vous lancer dans la création de contenu, heu, sans se forcer, sinon on voit que, c'est pas du tout naturel, je veux dire. Mais il y a pas besoin il y a personne qui va venir vous toquer à la porte et vous dire: «Tiens, tu es légitime, prends ce diplôme et vas-y, parle-nous un peu de PHP, parle-nous de la dernière release de Ruby» et cetera et cetera. Avoir un mentor, ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Moi, je pense que c'est ce qui m'a manqué, ou une mentor, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui proposent du mentorat, soit payant, soit gratuit. Une personne avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez discuter. Moi, je considère que le mentor, c'est un peu une luciole dans les jeux vidéo, parce que vous avez un jeu de quête, vous avez une luciole qui vient vous indiquer le chemin. Une luciole qui vient vous dire que, bah, là, il y a un coffre avec, de la vie, par exemple. Là, il y a des armes et cetera. Là, il y a des sous et cetera. Enfin, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, je pense qu'ils voient de quoi je parle, mais tu as une espèce d'assistant ou une assistante qui vient te guider, dans ton quotidien et qui va te permettre de gagner beaucoup de temps. Tu auras des questions, elle va te répondre. Tu auras 2 choix de chemin, tu vas pas tester les 2. Elle va te dire: «Bah, prends celui-là», elle va t'expliquer pourquoi et cetera. Donc c'est hyper important aujourd'hui, d'avoir, un mentor et une mentor et parce que le mentor a déjà expérimenté,
où la mentor a déjà expérimenté ce par quoi vous êtes passé. Elle a déjà un réseau, elle a déjà l'expérience pour répondre à vos questions et vous aider. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a principalement manqué. Mais à l'époque, la reconversion, ce n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, donc c'était beaucoup plus difficile. Un truc qui fait mal, c'est la recherche de job. Et là, pour faire ça, je vous ai mis Calimero. On va carrément changer la météo. Là, c'est vraiment le bordel. Pardon, c'est le bazar. La recherche de job, c'est très, très difficile. Ça l'était déjà à mon époque. Ça ne s'est pas facilité aujourd'hui, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très long. Moi, j'ai commencé je pense, en 2016, début d'année, à chercher du travail. Donc, après 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, bah voilà, je suis prêt, je sais faire des choses. Maintenant, il faut que j'aille en entreprise. Et j'ai commencé à poster des CV. Donc, j'ai eu pas mal de noms, la plupart que des refus. J'ai eu des fois où j'ai eu des entretiens et ça ne s'est pas bien passé. Je me rappelle d'un entretien où le recruteur, il me dit comment tu testes tes applications. Bah, j'ai dit, bah, je l'envoie à mes potes. Le site, il est prêt, je le mets en ligne et je dis à mes potes, bah, vas-y, allez tester et tout, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, lui, il voulait parler des tests automatisés, des tests d'intégration, des tests unitaires, des choses comme ça. J'imagine, c'était ça qu'il attendait comme réponse. Mais comme moi, j'étais tout seul dans mon coin et que j'avais pas de mentor pour me parler un petit peu de ces sujets-là, si vous voulez, eh ben, il m'a posé cette question, je lui ai répondu. J'envoie le site à mes potes pour qu'ils puissent tester. Réponse complètement lunaire. Voilà, donc ce recruteur ne m'a pas appelé, ne m'a pas rappelé évidemment. Enfin, il m'a rappelé 3 semaines après en pensant que j'étais un nouveau candidat. Un quiproquo de ouf, mais c'est une autre histoire. Bref, c'est très très dur la recherche de job. Vraiment, vous allez prendre beaucoup, beaucoup de claques et beaucoup de refus. Il y a quand même des choses qui peuvent vous aider. Donc déjà, c'est ne pas se limiter aux critères sur les annonces. Donc moi, à l'époque, mon premier job, il y avait écrit il faut être bac plus 5 ou 2 ans d'expérience. Alors laisse-moi dire que j'avais ni l'un ni l'autre. J'ai postulé, c'était sur Indeed. J'ai postulé et on ne sait jamais, tu vois, sur un malentendu, ça peut passer. Et du coup, bah voilà, ça a marché. J'ai fait le test technique et j'ai été pris. Donc, ne pas se limiter un peu aux critères d'annonce, voilà, sur les annonces. Plongez-vous un peu dans l'entreprise. Donc, c'est toujours agréable en tant que recruteur de se dire, ben, de recevoir une demande un peu personnalisée. Si vous postulez, par exemple, chez Usain, dites que ben, la signature électronique, ça vous intéresse parce que c'est porteur, c'est novateur, c'est écologique, etc. Si vous allez postuler, par exemple, Paola dit qu'elle travaille chez Decathlon, bah, expliquez que vous aimez bien le e-commerce. Enfin, soyez aussi honnête hein, dans votre approche. Hein. Mais voilà, intéressez-vous au pourquoi du comment de l'entreprise. Si c'est une ESN, expliquez que ça vous chauffe de bosser dans différents projets, différents contextes, pour différentes boîtes, etc. Montrer des choses. Nous, on n'est pas des commerciaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas des sales. On ne peut pas venir et baratiner le recruteur pendant 1 heure et voilà, c'est parfait, vous êtes pris comme vous commencez lundi. Non, il faut venir avec des choses, donc des contributions open source, un repository, des projets que vous avez faits. Moi, mon premier projet vraiment poussé, c'était un site de location de voitures. Et du coup, j'avais fait une vidéo de comment ça fonctionne, comment tu t'inscris, tu reçois un email, machin, etc. Et j'avais tout mis en ligne et c'était un peu ben, ma carte de visite lorsque j'allais en entretien. Soyez à la mode. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les boîtes aujourd'hui, elles sont toutes un peu sur les mêmes stacks techniques. Si vous prenez toutes les boîtes qui font, je prends PHP parce que ça, je connais, et Symfony, vous allez avoir souvent les mêmes stacks qui vont sortir. Vous allez avoir souvent les mêmes méthodes de travail, donc méthodologie agile, utiliser Git, machin, etc. Faire des E2E, faire de l'intégration continue, du déploiement continu. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des entreprises qui se copient les unes des autres parce que ça rassure. Donc, il y a quelques années, la hype, c'était les microservices. Toutes les boîtes faisaient des microservices. Maintenant, on a compris que ce n'était pas une si bonne idée que ça. Tout le monde fait du monolithe, etc. Ce que je veux dire par là, c'est essayer de vous tenir au courant un peu, c'est quoi des hype tech, voilà, et lorsque vous allez pouvoir postuler, bah, de pouvoir être un peu au courant de ces hypes. Ne faites pas comme moi à ne pas savoir qu'est-ce qu'un test lorsque vous allez en entretien. Le réseau, c'est hyper important. Pour se faire du réseau, il y a un truc qui marche plutôt bien, c'est les meet-up. Donc ça, c'est très, très bien. Vous avez des meet-up autour de chez vous. Et des fois, il y a des meet-up aussi en ligne ou des events comme celui d'aujourd'hui, hein, qui en est un, clairement. On va rencontrer d'autres développeurs et développeuses et chaque boîte qui bosse pour des boîtes et ces boîtes-là ben, cherchent potentiellement des personnes. Donc, ça, c'est hyper important de se déplacer ou alors de participer au moins quand c'est en ligne à ce genre de conférence. C'est hyper important. Normaliser les refus lorsqu'il y a une annonce qui pop, il y a potentiellement 200 personnes qui postulent, hein, 80 personnes, 100 personnes, 150 personnes. C'est tout à fait normal statistiquement de ne pas être pris. Moi, je vous dis, j'avais une liste d'entreprises qui m'avaient recalé parce que j'étais un peu rancunier parce que je n'avais pas aimé la manière dont ils m'ont traité. Je savais qu'à un moment donné, ça allait tourner et que c'est eux qui allaient venir me voir et que j'allais leur dire, bah non,
J'allais bouder. Bah non, la dernière fois, on m'avait dit non, là, je vous dis non. Assouplissez vos exigences. Voilà, le marché, le football, il a changé, comme dirait monsieur Mbappé. Donc, assouplissez vos exigences. On n'est plus trop maintenant en force, on n'est plus trop en position de force par rapport à avant. Donc, typiquement, mettez une croix en tout cas bah, sur le remote pour commencer. Mettez une croix sur les salaires à 45K quand vous pouvez imaginer, etc. Voilà, commencez tout en bas. Moi, j'ai commencé, c'était du full présentiel et c'était 30K. Donc voilà, c'était bien en dessous du marché de l'époque déjà. Mais j'ai accepté parce que voilà, pour moi, c'est du donnant-donnant. Donc, je vais me faire les dents sur leurs produits, sur leurs projets. C'est tout à fait normal que ben, ils me donnent cette rémunération et j'accepte. Je sais qu'au bout d'un an et demi, je serai beaucoup plus opérationnel que je ne le suis aujourd'hui. Et à ce moment-là, bah, je pourrais peut-être renégocier mon salaire ou aller ailleurs. Donc, assouplissez vos exigences par rapport à ça. Pareil, si la stack, elle n'est pas hyper à la mode, bah, acceptez, hein, vraiment acceptez pour le premier job. Le plus compliqué, c'est le premier emploi. C'est vraiment en informatique ou dans le dev, vraiment, c'est le premier job qui est difficile à décrocher. Une fois que vous décrochez votre premier job, c'est comme si vous étiez validé pour les entreprises et du coup, elles sont moins réfractaires à faire appel à vous. Pendant, ouais, je pense, allez, février jusqu'à décembre, j'ai postulé et j'ai eu beaucoup, de refus. Je suis arrivé à un moment donné où, en fait, j'ai eu mon premier garçon qui est venu et je me suis dit: «Ben, là, ça va pas. Le taxi, ça marche plus. C'est plus comme avant. J'ai du mal à gagner ma vie». Vraiment, j'étais endetté. J'en ai jamais parlé, mais j'avais une dette de 30 000 euros. On m'avait prêté de l'argent pour me lancer dans le BTC. Ça n'avait pas marché comme ce que je voulais, donc je devais vraiment 30 000 euros. Heureusement, c'était à des proches. Et c'était très difficile pour moi parce que j'avais beaucoup de refus. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Et du coup, j'avais sympathisé avec le boulanger d'en bas de chez moi et je vous jure que c'est vrai cette histoire. Je suis parti le voir et je lui ai dit: «Bah, écoute, apprends-moi à faire du pain, faut que je trouve un taf, faut que je travaille», voilà. Faut dire à quel point où en fait j'en étais réduit à force d'avoir des refus, à force d'avoir le doute. Le doute, c'est quelque chose qui va vous suivre de A à Z. Il y a pas de recette miracle pour se débarrasser du doute et c'est pareil dans votre recherche d'emploi, il sera toujours là, toujours présent. Ce qu'il faut faire, c'est le cacher ou le minimiser lorsque vous allez en entretien, que ça ne se ressente, pas trop. Mais c'était très, très difficile à l'époque de trouver du travail. J'avais beaucoup de refus. J'ai eu énormément de refus jusqu'au jour où c'est passé. L'entretien, c'était de créer un formulaire Ajax avec Symfony. Bon, le fun fact, c'est que j'ai jamais réussi à soumettre le formulaire. Mais bon, le lead développeur, il n'a pas réussi non plus. Donc voilà. Et en fait, en fin d'entretien, bah, je suis parti. J'ai envoyé un email en disant, bah voilà, je vais vraiment bosser pour vous, etc. Ça m'a grave plu le test et votre contexte et métier me plaît énormément. Et du coup, bah, j'ai été pris. Lorsqu'on arrive dans son premier job, on prend une claque parce que c'est un nouveau monde. Vraiment, c'est un nouveau monde. C'est des nouveaux mots. C'est un nouveau mode de travail. C'est complètement nouveau. Et il y a des choses en fait qui peuvent vous aider. Donc déjà, c'est de poser des questions lorsque vous ne comprenez pas des choses, parce qu'il y a du vocabulaire, soit métier, soit en termes de méthodologie de travail que vous ne comprenez pas. Posez des questions. Alors ne soyez pas la relou de service ou le relou de service à poser 10 fois la même question. Donc, vous posez la question, on vous répond, notez-la et voilà, révisez le soir. Formez-vous au quotidien, il y aura plein de mots qui vont passer, qui vont arriver, etc. Donc, la formation, elle va continuer lorsque vous êtes en entreprise. Il faut progresser sur Git et la gestion de projet. Ça, c'est un truc qui est complètement mis de côté lorsqu'on est en période de reconversion parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des notions de méthodologie de projet et des notions de Git puisqu'on bosse dans son coin, on fait juste Git add, Git push. Ça ne marche pas, on fait un Git push force de bourrin et terminé. Là, non, on va vous demander de rebase sur main. Comment vous allez faire? De faire un cherry pick de tel commit, etc. De créer un tag. Voilà, donc vous allez saigner du nez, vous allez vous mettre en PLS si vous ne comprenez pas trop de quoi il s'agit. Donc c'est hyper important de progresser sur ces deux choses-là. Le syndrome de l'imposteur aussi, c'est un truc qui va vous suivre de A à Z, pareil. Il y a un truc qui, moi, m'a aidé pour le syndrome de l'imposteur, c'est deux choses. C'est la première des choses, personne ne vous rend service. Donc, si on vous met dans une entreprise, si on vous confie une mission, si on vous confie des tâches, c'est que vous êtes la personne pour faire le job. Les entreprises, elles ne sont pas là pour vous rendre service. Donc, moi, actuellement, aujourd'hui, je suis engineering manager chez Usain. Ils ne m'ont pas donné ce poste pour me rendre service. C'est parce qu'ils estiment que je peux avoir ce job-là. Demain, vous êtes développeur dans n'importe quelle entreprise, c'est parce qu'ils estiment que vous avez les compétences et les skills pour y arriver. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, lorsqu'on a commencé à me confier des missions de lead, des missions d'archi, des choses que je n'avais jamais faites, c'est un truc qui aide, ça s'appelle le fake it until you make it. Tu fais semblant jusqu'à y arriver. Voilà, donc tu joues un rôle et tu dis bah, comment devrait agir, tout en essayant d'être le plus naturel, comment doit réagir ou agir un lead développeur. D'accord. Donc tu fais semblant d'avoir cette casquette-là. En fait, tu vas l'avoir naturellement avec le temps. Et communiquer, c'est hyper important. Ne restez pas dans votre coin. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous êtes coincé,
c'est hyper important de le remonter et de communiquer. Les entreprises sont très sensibles à ça lorsqu'il y a un nouvel élément, à regarder comment il se comporte, comment il communique avec les autres. Donc s'il reste dans son coin et cetera, ça va trigger un petit peu des red flags. C'est normal de rester dans son coin, mais expliquer pourquoi. Si vous avez passé une mauvaise journée, si vous êtes dans un mauvais mood et cetera. Nous, on ne peut pas le savoir. Donc c'est hyper important de communiquer, comment vous aimez travailler, d'accord? Que ce soit transparent, pour tout le monde, de communiquer, vos difficultés et de communiquer, sur vos avancées et vos travaux. Il y a un livre qui s'appelle The Missing Readme, donc c'est celui-ci là, vous pouvez le retrouver, en googlant, hein, qui est très, très pratique franchement, par contre c'est en anglais et ça je l'ai lu il y a, je pense 3-4 ans, mais il est vraiment bien, ce livre parce qu'il vous donne plein, plein de tips pour arriver et être opérationnel, dans votre premier jour. Une fois que vous êtes en place, vous allez avoir l'impression de faire la même chose, que ce soit routinier. Et il y a un truc dans lequel il faut éviter de tomber, surtout dans la tech, c'est de fuir un peu la stagnation. D'accord? Moi, ma technique pour ça, ça a été de publier de plus en plus de contenu, de donner des formations. Ça me challenge un petit peu à aller découvrir des nouvelles choses, de passer des certifs. Donc, j'avais passé la certif Symfony. Après, j'ai fait la 4, 5, 6, 7. Et là, on attend la 8. J'ai passé la certif AWS aussi. Pendant un moment, j'en avais marre du PHP et de Symfony. Je voulais voir autre chose et de contribuer à faire de l'open source. Donc voilà, à contribuer sur le libre que vous utilisez au quotidien. Ça, c'est des choses hyper importantes qui vont vous aider un peu à fuir et à ne pas tomber dans une stagnation, et à continuer à progresser. Il y a d'autres choses qui aident pour fuir la stagnation, c'est de prendre des initiatives dans les entreprises. On aime beaucoup ça lorsque vous êtes en place, que vous commencez à prendre des initiatives. Il y a un truc qui est un peu pété, dont personne ne veut s'occuper, eh ben, prenez-le en main et modifiez cette brique-là. De demander à être challengé sur les fonctionnalités que vous développez, si vous avez l'impression de toujours faire pareil, de ne pas progresser, demandez à changer de projet, à changer de contexte, à prendre des features de plus en plus grosses. Et ça, pareil, ça va vous permettre de progresser en entreprise. Essayez d'avoir de l'impact. En fait, il y a souvent des pains en entreprise dans les codes applicatifs, des trucs qui embêtent tout le monde, vraiment, dont personne ne veut s'occuper. Et moi, c'est un truc que j'essaie de tacler dès que j'arrive dans une entreprise. Ce truc-là, personne ne veut s'en occuper, moi, je vais le prendre et je vais le faire. Et puis voilà. Et vous allez avoir de l'impact comme ça et vous allez vous faire voir et vous allez progresser. Demandez aussi à onboarder les plus juniors. Voilà. Il n'y a pas de documentation, écrivez de la documentation et prenez de plus en plus le lead. Donc, ça rejoint un peu la prise d'initiative. Les entreprises, c'est difficile pour une boîte lorsqu'il y a à peu près les mêmes personnes d'arriver et de dire, voilà, lui, demain, c'est le lead. C'est très difficile. Il faut que ça se fasse un peu de manière naturelle. Donc, si vous voulez aller vers ce type de job, il va falloir le faire de manière naturelle et ça va vous challenger et vous allez sortir un peu de votre quotidien et fuir donc la stagnation. Pour moi, c'est hyper important ça. Une fois qu'on a passé un peu cette période-là, on est enfin de développeurs confirmés, voilà, et on cherche comment est-ce qu'on peut aller vers de la seniorité. Je donne ici quelques tips pour aller on va dire, développeurs confirmés vers de la seniorité, des développeurs seniors. C'est clairement maîtriser votre langage. Donc, vous maîtrisez les tenants et les aboutissants de votre langage. Vous le connaissez quasiment par cœur, entre guillemets. En tout cas, vous savez quels sont ses bottlenecks, quelles sont ses limites, quels sont ses cas d'utilisation, les bugs les plus connus, vous les maîtrisez. Vous avez une connaissance globale, c'est-à-dire que maintenant, un développeur, au bout de 5-6 ans, s'il fait que du back, il doit quand même comprendre comment fonctionne le front. D'accord? Il doit comprendre, et aller plus loin que ça, avoir des connaissances, des bonnes notions et un niveau avancé sur l'HTTP, sur le cache, sur l'architecture, etc. Donc, voilà, il faut vraiment commencer à tacler et sortir un peu juste de la vision de mon IDE. Non, il faut voir plus large, d'accord? Plus large que juste votre impact au sein de votre IDE. C'est vraiment au niveau global, au niveau archi applicatif. Donc, de partir sur la résolution du futur et des bugs qui soient beaucoup plus complexes, de commencer à donner des conférences, voilà, sur les technos que vous utilisez au quotidien et de devenir un peu le référent sur cette techno-là. Et en fait, vous êtes je ne sais plus comment ça se dit, mais en gros, dans une entreprise, il y a souvent des personnes, lorsqu'on a un bug sur une stack ou lorsqu'on a une question sur Postgre, par exemple, je sais que cette personne-là, elle maîtrise Postgre. Lorsque j'ai une question sur Symfony, je sais que cette personne-là, elle maîtrise Symfony. Sur API Platform, je sais que cette personne-là, voilà, il faut essayer de devenir cette personne-là. Et c'est des choses qui vont vous faire basculer vraiment dans la seniorité. Lorsqu'on arrive un peu à la fin du game, je dis à la fin du game, c'est une façon de parler parce qu'on apprend toujours, hein. Il y a un dilemme qui va venir s'opposer à vous. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, en gros, j'étais hyper à l'aise sur ma stack, PHP, Symfony, machin. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Est-ce que je veux découvrir une autre stack? Bon, oui, j'ai fait un peu de Go, j'ai fait un peu de JS, machin, etc. Mais ça ne me botte pas plus.
Bon, et là, on se demande: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire?» Donc on a, 2 tracks qui s'ouvrent à nous. La première, c'est ce qu'on appelle individual contributor, c'est clairement développeur, d'accord? Ou développeuse, et la deuxième, c'est le management, plus communément dit, engineering manager. J'ai fait ici un peu une espèce de cartographie ou de comparatif un petit peu pour voir où est-ce que vous pouvez vous situer et vous trouver. Donc si votre truc à vous, c'est que vous kiffez, c'est la gestion de projet, la gestion d'équipe, la coordination, avoir une vue un peu plus de hauteur sur, le projet, sur la roadmap et cetera. Si vous aimez bien faire grandir les autres, les accompagner dans leur carrière, des choses comme ça, de la communication, et bien vous allez typiquement aller vous dire, bah, vous diriger vers de l'engineering management. Attention parce qu'il y a quand même des choses à prendre en compte. J'en parle ici parce que c'est les choses que j'avais complètement sous-estimées, c'est, la charge mentale. Parce qu'on est engineering manager, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais lorsqu'on est manager, on a une charge mentale qui est complètement différente de lorsqu'on est développeuse ou développeur. Clairement, moi, avant, j'ouvrais mon IDE de 9 à 18, j'éteins mon IDE, terminé, je rentre chez moi, c'est fini, demain, je reprendrai mon truc. Là, on a toujours des réflexions sur le travail, même inconsciemment, la roadmap, les absences, le recrutement et cetera, les conflits s'il peut en avoir et cetera. Enfin, tu as toujours le taf en fait te quitte jamais. Je pense qu'avec le temps, tu gères mieux ce truc-là. Alors, tu le gères mieux, mais pour moi, c'est important d'en parler parce que je l'avais complètement sous-estimé, et dans les articles que j'avais lus à l'époque, j'avais jamais vu ce truc-là. Enfin, je m'étais pas posé la question. Un autre truc aussi qui peut dire que tu vas te confronter, c'est les défis humains. C'est très difficile l'humain, chacun a sa propre personnalité, sa propre, psychologie, et donc ça aussi, c'est assez difficile à gérer. Mais voilà, si jamais toi ça te chauffe, et ben, typiquement, tu peux basculer sur cette track-là. Si toi maintenant tu souhaites vraiment approfondir tes skills et toi il y a que la tech qui te parle et le reste gestion de projet ça te saoule, la coordination d'équipe ça te saoule, la gestion de roadmap machin, toi tu t'en fous, ce que tu veux c'est juste classe, new class, tu écris tes tests, c'est vert, tu merges et voilà, tu kiffes, et ben dans ce cas, peut-être que là ici, tu iras mieux. Tu as quand même des choses que tu retrouves quand tu avances, dans l'IT, c'est que plus tu deviens fort dans ton domaine, plus tu deviens expert, il va falloir que tu, bah, mentores les autres et que ton but, ça va être de faire en sorte que les autres deviennent aussi bons que toi ou aussi bonnes que toi, et l'impact ici, il sera plus technique, d'accord? Parce que tu es engineering manager, tu as un impact qui est plus sur le produit au sens large, et là, ton impact, il est vraiment sur ton cœur de métier qui est le développement sur, ton code applicatif. Ce que je veux dire, le dernier point que j'ai abordé par rapport à ça, c'est que tu peux basculer de l'un à l'autre à une condition, c'est de pas être moisi. Comme vous savez, la tech, ça va très, très vite. J'ai lu un article qui disait que si tu passes plus de 2 ans engineering manager, tu deviens un peu, obsolète pour redevenir développeur ou développeuse, et c'est vrai, moi, j'ai fait passer des entretiens à des CTO qui étaient complètement largués, en fait. Ils en avaient marre d'être CTO, ils voulaient revenir sur du dev pur, et en fait, ils étaient largués parce que ça évolue très, très vite. Donc tu peux te dire: «Je vais tester pendant un an et demi, 2 ans, c'est vraiment le grand maximum». Après, ça devient très difficile, de rebasculer, voilà, mais c'est pas impossible, et je connais des gens qui ont fait engineering manager pendant un an et demi, ou qui ont fait de l'intérim pendant 6 mois, et ils ont vu que c'était pas fait pour eux, ou qu'ils préféraient plutôt c'est fait pour eux, mais ils préfèrent la track IC, donc ils vont, sur de l'IC. J'aimerais terminer en vous disant que la seule chose, qui vous retient la plupart du temps, le blocage, il est dans votre tête. J'aime énormément cette slide. Si je pourrais avoir un fond d'écran qui m'accompagnerait ou un poster, je mettrais ce truc-là, tout le temps, parce que c'est la vérité. Moi, je prends mon cas à moi parce que, je suis pas le plus doué. Vraiment, tu vois, tu as toujours des personnes qui comprennent vite, elles captent vite. Moi, non. À 42, les personnes avec qui j'étais, elles comprenaient tout rapidement. Moi, non. Toi, tu vas comprendre dans 1 heure. Moi, je vais attendre 5 heures, vraiment pour que ça marche. Aujourd'hui, ça va mieux, hein, mais c'était très, très difficile, au tout début. En fait, le blocage, il est juste, psychologique, et ça va marcher. Il y a pas de raison que moi, si j'y suis arrivé, que toi, tu n'y arrives pas. J'arrive à la fin, bah, c'est carrément terminé. Si vous voulez me contacter, et je le fais assez fréquemment, je réponds à toutes les questions qu'on me pose, soit sur Twitter, soit, sur LinkedIn. Alors, il y a pas de temps de réponse, donc c'est pas dans les 48 heures que vous aurez votre réponse, mais, je fais en sorte de répondre à tout le monde. Si vous avez des questions, soit tout de suite si on a un petit peu de temps, ou soit qui vous viennent après, a posteriori, n'hésitez pas. Voilà.
pour Oui, moi. merci Smaïn. On a un petit peu de temps pour les questions, donc on peut y aller, hein. Si ceux qui nous écoutent, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une première question, je vais la mettre à l'écran. C'est Ibrahima qui nous demande quelles sont les limites du rôle d'individual pardon, contributeur. Voilà, est-ce que tu peux répondre à notre ami Oui. Ibrahima? Alors, les limites, en fait, ça va dépendre des entreprises, mais quand tu avances, tu deviens un développeur senior et maintenant, il y a un poste qui s'appelle le staff engineer où en fait, on te demande d'avoir un impact. Je t'entends plus, Yoann. Ah, tu pas pour moi. Si, si, OK et je du suis coup là. d'accord. OK, pardon et donc du coup, là, on va te demander d'avoir un impact plus large qui va être au sein de ton entreprise, mais vraiment sur la partie, tech et plus large que juste ton langage. Donc tu vas on va demander ce que tu maîtrises, les bases de données, par exemple, le type d'architecture qui existe et cetera. Donc tu auras toujours de quoi faire en tant qu'individuel, contributeur et en fait, il y a même un truc qui dit que plus tu avances dans la track individuel contributeur, moins tu codes parce qu'en fait, tu as plus une vision haut niveau et tu vas plus être amené à donner des avis, à dessiner, à faire de l'archi, des schémas et cetera et à être conseiller, si tu veux, pour les équipes de réalisation, quoi. Merci. On a une autre question que je trouve intéressante. Et toi, dans ton parcours, ça n'existait pas encore, mais on est en 2024 et on a des IDE boostés à coup d'IA. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Smaïn, dans l'apprentissage, dans la reconversion? C'est quoi ton Ah avis oui. sur le sujet? Alors moi, j'avais déjà parlé de ça. Je trouve que dans la reconversion, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, ce qui est important, ce que je dis tout à l'heure, c'est la recherche que tu as et ton cheminement pour y arriver. Donc si juste tu dis: «Comment écris-moi un test qui fait ça», bah, tu t'es pas trompé, ça va marcher du premier coup sans vraiment comprendre comment ça a marché. Une fois que tu as compris comment ça marche, eh ben, il y a plus de plus-value à chercher, et à voir comment ça fonctionne, tu vois? Donc je suis assez mitigé sur l'utiliser tout le temps dès le début, mais une première fois se casser les dents parce qu'en fait, tu vois, c'est comme une certification. Pour moi, c'est le meilleur exemple. Quand tu prépares une certification, tu vas te mettre dessus, 6 mois, tu vas la passer et tu vas rater. On va dire: «Non, tu la réussis pas». Mais les 6 mois d'apprentissage, ils partent pas à la poubelle. C'est ça, en fait, qui ont été hyper importants. Donc dans un voyage, le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage en lui-même. Et dans la Ouais. reconversion, c'est pareil. Donc si tu demandes tout à ton IA, tu n'apprends rien et tu es pas autonome, quoi. Et du coup, je poursuis la question avec, la question de Salif. Visiblement, l'IA, c'est une question qui chatouille les gens. Et toi, avec ton expérience, comment toi est-ce que tu intègres l'IA dans ton workflow de travail et comment est-ce que tu vois le futur du dev, hein? Il y en a qui disent demain, les devs, c'est finito. Bon, la question est ouverte évidemment, mais toi, comment toi tu l'utilises ou pas et comment tu vois l'avenir? Alors moi, je dev beaucoup moins aujourd'hui. Par contre, je recommande aux personnes je dev encore un petit peu sur mon temps libre, hein, de l'utiliser. Donc tout ce qui est GitHub Copilot et cetera, franchement, faut l'utiliser, ça vous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps et parce que j'ai le recul sur ce qu'il me dit, c'est n'importe quoi, en fait. J'ai pas à le croire aveuglément. Le fait que l'IA va remplacer tous les devs, j'y crois absolument pas, parce que qui va développer l'IA? Et qui va développer quand ça va être buggé? Qui va corriger? Donc pour moi, on a encore un peu de marge, si tu veux. Je me sens pas menacé, par l'IA et écrire du code, c'est vraiment facile. Ce qui est important quand on est développeur ou développeuse, c'est la réflexion en amont et ça, tu peux pas encore la confier à l'IA. Faire un if, machin, créer une classe, machin, c'est la partie la plus simple de notre taf. C'est comment tu vas, architecturer ton dev pour qu'il soit scalable, maintenable et cetera et qu'il réponde un peu à tous les use cases que tu as et ça, l'IA ne sait pas encore le faire. Ouais, c'est vrai. On a une question intéressante, de Mounir qui nous dit: «Est-ce qu'il est, primordial de comprendre les, principes solides en étant développeur ou développeuse junior?» Ouais, c'est une bonne question. Alors, il faut connaître à quoi, ce que ça signifie. Donc primordial, je pense que oui, parce qu'en entreprise, c'est vraiment des questions qu'on peut vous poser, c'est des questions bateau et même les recruteurs et les recruteuses connaissent ce principe-là. Donc toi, tu es développeur et développeuse, on vous en parle tous les jours, on vous demande d'en manger matin, midi, soir. Donc pour moi, oui, tu dois connaître les principes solides, au moins ce que signifie l'acronyme et savoir l'expliquer même très haut niveau, d'accord? Et puis après, dans ton dev, tu dois essayer de les appliquer, donc quand ça fait du sens. Yes, merci. Je crois qu'on est, plus ou moins au bout des questions. Je regarde s'il y a encore des questions qui arrivent, dans le chat. En tout cas, écoute, merci beaucoup Smaïn pour cette conférence qui était, passionnante et à en croire les commentaires que je vois défiler, dans le chat, les gens ont vraiment, pris beaucoup de plaisir à t'écouter.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez, oui, il y a une dernière question qui est intéressante. Est-ce que tu te considères toujours comme l'outsider, même après 10 ans de reconversion? Moins maintenant aujourd'hui, mais quand je suis arrivé en début de carrière et ça c'est un dernier mot que je peux dire, c'est que lorsque vous allez arriver maintenant il y a beaucoup de profils reconvertis. Moi, c'était beaucoup plus rare et franchement, on vous toise. Donc moi, je sais qu'il y avait des questions où j'étais complètement largué ou quand on m'a dit: «Tu as fait quoi comme formation?» naïvement, je répondais: «YouTube» et on me regardait bizarrement: «D'où il sort ce gars?» et tout. Vraiment, aujourd'hui, c'est moins le cas et par moment, oui, tu peux te sentir un peu l'outsider, typiquement là, cette année, tu vois, j'étais engineering manager, j'arrive dans des réunions, il y a que des managers, ils ont tous 4-5 ans d'XP. Je me dis: «Qu'est-ce que je fous là?» Tu vois? Est-ce que j'ai vraiment ma place ou pas? Mais du coup, je fais ma technique, fake it until you make it. Tu fais semblant jusqu'à y arriver. Parfait. Eh ben, je crois que c'était parfait pour clôturer, cette session de questions-réponses. Merci beaucoup Smaine. Je vais te laisser profiter du reste de l'après-midi. Merci beaucoup et puis on va enchaîner sur la suite. Salut Smaine. Merci à vous, ciao.